Les rires fusèrent en voyant le pauvre garçon entrer dans la banque avec un vieux sac. Mais lorsqu'il l'ouvrit, le silence se fit. Valérie, la responsable principale de la Banque nationale à Rouen, en Normandie, avait tout vu au cours de ses 23 années de carrière, mais rien ne l'avait préparée à ce qui allait se passer ce jeudi matin. Un enfant d'environ 8 ans poussa les lourdes portes vitrées de l'agence, portant un sac en tissu jaunâtre qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Lorsque le petit Lucas se dirigea directement vers le guichet d'accueil et vida le contenu du sac sur le marbre poli, des milliers de billets en euros se répandirent sous les yeux exorbités de Valérie, la directrice qui s'était approchée pour le faire sortir. Le silence s'empara de l'atmosphère luxueuse tandis que clients et employés tentaient de traiter la scène surréaliste qui se déroulait devant eux. Lucas était nerveux, mais il gardait le menton haut, comme son grand-père Jean-Pierre le lui avait toujours appris. Ses petites mains tremblaient légèrement alors qu'il observait les expressions de choc autour de lui. Il savait que son apparence modeste attirait l'attention dans ce cadre élégant, mais il avait une mission à accomplir. « Je voudrais ouvrir un compte d'épargne », dit-il d'une voix qu'il réussit à rendre ferme, en regardant droit dans les yeux la directrice qui l'observait bouche bée. Valérie cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre la situation. En 45 ans de vie, dont les 15 dernières années en tant que directrice, elle n'avait jamais été témoin d'une telle chose. Le contraste entre la simplicité de l'enfant et la quantité impressionnante d'argent éparpillé sur le comptoir créait une atmosphère presque irréelle dans l'environnement traditionnellement formel de la banque. « Comment ? Toi ? D'où sort tout cet argent ? » réussit-elle à demander, sa voix sortant plus aiguë qu'elle ne le voulait à cause de la nervosité. Le murmure des autres clients commença à s'amplifier. Une dame élégante aux cheveux gris commenta à voix basse avec son ami que cela devait être une sorte d'arnaque. Un homme en costume sombre chuchota des théories sur l'endroit où un enfant aurait bien pu se procurer autant d'argent. Lucas sentait tous les regards peser sur lui, mais il prit une profonde inspiration avant de répondre. C'était à mon grand-père Jean-Pierre. Il le gardait sous son matelas depuis plus de 40 ans, expliqua-t-il, sa voix claire résonnant dans le hall devenu étrangement silencieux. Valérie observa l'enfant plus attentivement. Ses vêtements étaient simples mais propres, un t-shirt bleu délavé et un pantalon en jean avec quelques reprises soignées. Ses baskets blanches avaient vu des jours meilleurs, mais elles étaient lacées avec soin. Il y avait quelque chose dans la posture du garçon qui transmettait de l'honnêteté, une dignité qui contrastait avec les soupçons qui commençaient à circuler dans la salle. « Et où est ton grand-père maintenant ?» demanda Valérie, tentant de maintenir un ton professionnel pendant que son esprit travaillait pour comprendre la situation. Les yeux noisettes de Lucas se remplirent de larmes qu'il lutta pour contenir. Il est parti la semaine dernière. Il a dit que quand cela arriverait, je devais venir ici et déposer l'argent qu'il a économisé pour moi. La réponse de l'enfant provoqua une onde de choc parmi les présents. Certains clients s'approchèrent discrètement, curieux de l'évolution de la situation. Valérie sentit un serrement au cœur en observant la vulnérabilité dans la voix du garçon, mais son expérience professionnelle l'alertait sur les protocoles qu'elle devait suivre. « Je comprends, mon grand, mais j'ai besoin de voir des documents. As-tu un papier qui prouve que cet argent appartenait vraiment à ton grand-père » demanda-t-elle, essayant d'équilibrer la gentillesse avec la nécessité de suivre les procédures bancaires. Lucas secoua la tête négativement et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Papy Jean-Pierre disait toujours que les papiers, c'était des choses compliquées. Il gardait tout sous le matelas depuis que j'étais tout petit. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Reprenons. La situation devenait de plus en plus tendue lorsqu'une voix ferme coupa le murmure croissant des clients. Je connais ce garçon et je connaissais très bien Jean-Pierre. Tout le monde se retourna pour voir qui avait parlé. Une dame d'environ 70 ans, aux cheveux complètement blancs relevés en un chignon élégant, s'approchait du comptoir. Elle portait une robe bleu marine, simple mais bien entretenue, et tenait un sac à main en cuir qui montrait des signes d'usure mais respirait la qualité. Ses yeux bleus clairs brillaient d'une intelligence vive. « Je m'appelle Monique », dit-elle en s'adressant directement à Valérie. « Je vis dans le même quartier que Jean-Pierre, le quartier de l'Espérance, depuis plus de 50 ans. Je peux confirmer que ce garçon est bien son petit-fils et que le vieux Jean-Pierre économisait vraiment chaque centime. » Lucas regarda Madame Monique avec une gratitude évidente. Elle avait été une amie proche de son grand-père et l'une des rares personnes qui le traitait toujours avec gentillesse lorsqu'il allait à la boulangerie ou au bistrot avec Jean-Pierre. Madame Monique.
Valérie reconnut le nom immédiatement. Monique était cliente de la banque depuis des décennies et avait une réputation impeccable. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la situation de cette famille? Monique ajusta son sac sur son épaule et se plaça aux côtés de Lucas, posant une main protectrice sur son épaule. Jean-Pierre a travaillé toute sa vie comme maçon et plombier. Il ne s'est jamais marié, mais il a recueilli ce garçon quand ses parents ne pouvaient plus s'occuper de lui. C'était un homme honnête et travailleur qui ne faisait pas confiance aux banques. Et pourquoi ne faisait-il pas confiance aux banques? Demanda Valérie, véritablement curieuse. Jean-Pierre a grandi durant des temps difficiles, expliqua Monique, sa voix chargée de souvenirs. Il a vu beaucoup de gens perdre leurs économies avec les changements de monnaie et les crises économiques. Il préférait garder l'argent là où il pouvait le voir et le toucher. Lucas hocha vigoureusement la tête. Papy disait toujours que l'argent à la banque pouvait disparaître d'un moment à l'autre, mais que sous son matelas, personne ne pouvait le prendre. Un homme distingué d'environ 60 ans, qui attendait dans la file, s'approcha du groupe. Il portait un costume gris bien coupé et tenait une mallette exécutive. « Pardonnez mon intrusion, mais je ne peux m'empêcher de remarquer la somme d'argent impliquée ici. Je suis avocat, maître Stéphane, et j'aimerais offrir mon aide pour m'assurer que tout se fasse dans la légalité. » Valérie se sentit visiblement soulagée. La présence d'un avocat pourrait aider à résoudre la situation complexe qui s'était développée. « Maître Stéphane. Nous apprécions votre offre. Nous sommes vraiment face à une situation délicate. » Maître Stéphane observa Lucas avec attention. « Jeune homme, as-tu un document d'identité et est-ce que ta situation légale avec ton grand-père était régularisée ?» Lucas regarda Madame Monique en quête de soutien avant de répondre. « J'ai mon acte de naissance. Papy le gardait au même endroit que l'argent, mais il disait que je suis le fils de son cœur, pas de papier. Cela signifie que la garde n'a pas été officialisée. » Demanda Maître Stéphane, son ton professionnel mais aimable. Jean-Pierre s'occupait du garçon depuis plus de 5 ans, intervint Monique. Les parents biologiques ont eu des problèmes et ne pouvaient pas s'occuper de lui correctement. Jean-Pierre a assumé la responsabilité. Mais vous savez comment sont ces situations dans les quartiers plus modestes. Tout n'est pas toujours enregistré officiellement. L'explication de Monique ajoutait une nouvelle couche de complexité à la situation. Valérie réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de vérifier l'origine de l'argent, mais aussi de comprendre la situation légale de Lucas. « Maître Stéphane, dit Valérie, quelle serait la procédure la plus adéquate dans ce cas ?» L'avocat réfléchit quelques instants en observant la quantité considérable d'argent éparpillé sur le comptoir. « D'abord, nous devons déterminer la valeur exacte et vérifier l'authenticité des billets. Ensuite, il sera nécessaire d'ouvrir une procédure d'investigation sur l'origine des fonds et la situation de garde de l'enfant. » Lucas sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ça veut dire que je peux perdre l'argent que papy a gardé pour moi ?» Maître Stéphane s'accroupit pour se mettre à la hauteur des yeux de l'enfant. « Pas nécessairement, Lucas. Nous devons juste suivre toutes les procédures légales pour garantir que tes droits soient protégés. » Il y a une chose de plus, dit Monique, sa voix chargée d'inquiétude. Jean-Pierre a laissé une lettre. « Lucas, as-tu apporté la lettre que ton grand-père a écrite ?» Lucas hocha la tête et sortit une enveloppe jaunie de la poche arrière de son pantalon. « Papy m'a donné ça et a dit de la remettre avec l'argent. » Valérie reçut l'enveloppe avec précaution. Le papier était simple et le nom Lucas était écrit avec une calligraphie tremblante sur le devant. « Puis-je l'ouvrir ?» Papy a dit que c'était pour que vous la lisiez, confirma Lucas. Sous le regard attentif de tous, Valérie ouvrit l'enveloppe et déplia une feuille de papier jauni. L'écriture était la même que celle de l'extérieur, soignée, mais clairement tracée par des mains qui n'avaient plus la fermeté de la jeunesse. « À qui de droit ?» lut Valérie à haute voix. « Je m'appelle Jean-Pierre et je laisse cette lettre pour que tous sachent que l'argent que j'ai économisé durant 43 ans de travail honnête est entièrement pour mon petit-fils Lucas. Il n'est pas mon petit-fils de sang, mais il est le fils de mon cœur. Je l'ai élevé depuis qu'il est tout petit quand ses parents n'ont pas pu le garder. Chaque centime que j'ai mis de côté l'a été en pensant à l'avenir de ce garçon bon et travailleur. Je demande que vous l'aidiez à faire bon usage de ce que j'ai réussi à réunir. » Signé, Jean-Pierre. Le silence qui suivit la lecture de la lettre était presque palpable. Plusieurs personnes dans la banque essuyèrent discrètement leurs yeux, émus par la simplicité et la sincérité des mots du défunt. « La lettre aide, dit Maître Stéphane.
Mais nous devons encore formaliser la situation. Lucas, sais-tu où sont tes parents biologiques? Lucas secoua la tête. Papy a dit qu'ils sont partis quand j'avais 3 ans. Il a dit qu'ils avaient des problèmes qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Et il n'y a pas d'autres parents de ton grand-père? Demanda Valérie. Non, pas que je sache, répondit Lucas. Papy disait toujours que notre famille, c'était juste nous deux. Monique soupira profondément. Jean-Pierre était fils unique et ses parents sont partis il y a bien longtemps. Il n'avait vraiment pas de famille proche à part Lucas. Maître Stéphane prit quelques notes sur un bloc qu'il sortit de sa serviette. Valérie, je suggère que nous procédions de la manière suivante. D'abord, nous allons compter et vérifier la valeur totale. Ensuite, j'ouvrirai une procédure pour régulariser la situation légale de Lucas concernant l'héritage laissé par son tuteur. Combien de temps cela peut-il prendre? Demanda Lucas, l'inquiétude claire dans sa voix. Cela dépend de plusieurs facteurs, expliqua l'avocat. Cela peut prendre quelques semaines ou quelques mois. Durant cette période, l'argent restera sur un compte bloqué jusqu'à ce que tout soit résolu. Lucas sentit les larmes brûler ses yeux à nouveau. L'idée d'attendre des mois pour avoir accès à l'argent que son grand-père avait gardé pour lui semblait une éternité. Valérie perçut l'angoisse du garçon et ressentit un élan maternel qu'elle éprouvait rarement dans son environnement de travail. « Lucas, où vis-tu maintenant ?»« Dans la même maison où je vivais avec papy, » répondit-il. « C'est une petite maison de campagne dans le quartier de l'Espérance. Papy a payé le loyer jusqu'à la fin du mois, mais après ça. » La phrase resta en suspens, lourde d'implications que tous comprirent. Si Lucas n'avait pas accès aux ressources laissées par son grand-père, il n'aurait aucun moyen de garder son logement. Cela change les choses, dit maître Stéphane, son expression devenant plus sérieuse. Si l'enfant n'a nulle part où aller, nous devons impliquer les services sociaux et le foyer pour enfants pour garantir qu'il soit correctement pris en charge. Non. L'exclamation de Lucas résonna dans la banque. Je ne veux aller nulle part. Papy m'a appris à prendre soin de moi-même. Je sais faire à manger, laver le linge, tout. Monique passa son bras autour des épaules de l'enfant. Lucas peut rester chez moi pendant que nous résolvons cette situation. J'ai des chambres vides et ce serait un honneur de m'occuper du petit-fils de mon cher ami Jean-Pierre. L'offre de Monique apporta un soulagement visible sur le visage de Lucas, mais maître Stéphane secoua la tête. Malheureusement, même avec les meilleures intentions, cela nécessite aussi d'être formalisé. Sans la tutelle légale, vous seriez dans une situation irrégulière. Valérie observait la situation se dérouler et ressentait un mélange de compassion et de frustration envers la bureaucratie qui semblait empêcher une solution simple au problème de l'enfant. Maître Stéphane, existe-t-il un moyen d'accélérer ce processus? Oui, il existe, répondit l'avocat. Je peux présenter une demande de tutelle provisoire pour Madame Monique si elle est disposée. Cela permettrait à Lucas de rester avec elle légalement pendant que nous réglons la question de l'héritage. Monique n'hésita pas. Bien sûr que j'accepte. Ce serait un honneur et un privilège. Lucas regarda la dame avec une gratitude évidente. Vous feriez ça pour moi? Jean-Pierre a été l'un de mes meilleurs amis pendant des décennies, répondit Monique, les yeux s'embuant de larmes. Prendre soin de toi serait une façon d'honorer sa mémoire. Pendant que les adultes discutaient des aspects légaux, Lucas observait l'argent encore éparpillé sur le comptoir. Chaque billet représentait des heures de dur labeur de son grand-père. Des jours où l'homme rentrait à la maison fatigué et sale, mais toujours avec un sourire pour son petit-fils. « Combien d'argent pensez-vous qu'il y a là ?» demanda une dame qui s'était approchée du groupe, sa curiosité l'emportant sur la discrétion. Valérie regarda la pile de billets. « Nous devons compter avec soin, mais à vue d'œil, il doit y avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. » Le montant mentionné provoqua un nouveau murmure parmi les clients qui suivaient la situation. Pour beaucoup d'entre eux, cette somme représentait une petite fortune. Papy travaillait beaucoup, dit Lucas avec fierté dans la voix. Il réparait des choses dans les maisons des gens et gardait toujours un peu de ce qu'il gagnait. Il disait que chaque billet était une petite brique pour construire mon avenir. Les mots de l'enfant émurent profondément Monique, qui se rappelait les nombreuses conversations qu'elle avait eues avec Jean-Pierre sur ses rêves pour son petit-fils. Le vieil homme parlait toujours de la façon dont il voulait que Lucas ait les opportunités que lui-même n'avait jamais eues. Valérie, dit maître Stéphane,
je suggère que nous cherchions une salle privée pour faire le comptage. Cela attire beaucoup trop l'attention et pourrait ne pas être sûr pour l'enfant. Valérie acquiesça immédiatement. Bien sûr, venez avec moi. Nous avons une salle de réunion où nous pouvons traiter cela avec plus de confidentialité. Alors qu'il se dirigeait vers la salle réservée, Lucas portant soigneusement le sac vide, demanda à Monique, « Vous avez vraiment connu mon grand-père il y a si longtemps ?» « J'ai connu Jean-Pierre quand il était jeune », répondit Monique avec un sourire nostalgique. « Il est arrivé dans le quartier pour travailler sur la construction d'une école et n'est jamais reparti. C'était un homme bon et honorable depuis toujours. Il parlait de vous parfois, dit Lucas. Il disait que vous étiez l'une des personnes les plus sages qu'il connaissait. » Monique rit doucement. « Ton grand-père était aussi très sage. C'est peut-être pour cela que nous nous entendions si bien. » Dans la salle privée, Valérie commença à séparer et compter les billets méthodiquement. Maître Stéphane prenait des notes pendant que Monique gardait Lucas distrait avec des histoires sur les aventures qu'elle avait partagées avec Jean-Pierre au fil des ans. « Lucas, dit Monique, savais-tu que ton grand-père a un jour sauvé un chat qui était tombé dans le puits de l'école ?» Les yeux de l'enfant s'illuminèrent. « Il ne m'a jamais raconté cette histoire. C'était il y a environ 15 ans. Le chat de l'école était tombé dans le puits pendant la nuit et personne ne pouvait le sortir de là. Jean-Pierre est apparu le samedi pour faire une réparation et a entendu le miaulement. Il est descendu dans le puits avec une corde et est remonté avec le chat dans les bras. » Lucas sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans la banque. C'est tout à fait le genre de papy. Il disait toujours que nous devons aider ceux qui en ont besoin, peu importe si c'est une personne ou un animal. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. En continuant, Valérie interrompit la conversation avec une expression de surprise. Voilà, j'ai terminé le comptage. Il y a exactement 143 420 €. Le chiffre provoqua un silence impressionné dans la salle. C'était réellement une somme considérable, surtout en considérant qu'elle avait été économisée centime par centime au fil des décennies. 43 ans d'économie, murmura maître Stéphane en faisant des calculs. Cela représente une moyenne de plus de 3 000 € par an, ce qui pour un travailleur de sa classe sociale démontre une discipline impressionnante. Lucas observait les piles organisées d'argent avec un mélange de fierté et de tristesse. Papy disait toujours que chaque billet qu'il gardait était un petit morceau de son amour pour moi. Monique essuya discrètement une larme du coin de l'œil. Jean-Pierre t'aimait vraiment comme un fils, Lucas. Il parlait de toi avec tant de fierté. Il disait quoi ? Demanda Lucas, anxieux d'entendre n'importe quoi sur ce que son grand-père ressentait à son égard. Il disait que tu étais l'enfant le plus intelligent et le plus bon qu'il connaissait. Il racontait toujours comment tu aidais les voisins âgés avec leurs courses ou comment tu prenais soin des chatons errants qui apparaissaient dans le jardin. Lucas rougit légèrement. Papy m'a appris que nous devons être gentils avec tout le monde, surtout avec ceux qui ont besoin d'aide. Maître Stéphane observait l'interaction entre Lucas et Monique avec attention. Il était clair qu'il y avait une affection sincère entre eux et que Monique connaissait vraiment bien l'enfant. Madame Monique, vous sentiriez-vous à l'aise avec la responsabilité de prendre soin de Lucas durant le processus légal ? Plus qu'à l'aise, répondit-elle sans hésiter. Ce serait un honneur. De plus, j'ai de l'expérience avec les enfants. J'ai élevé 3 enfants et j'ai déjà gardé plusieurs petits-enfants. Et où sont vos enfants maintenant ? Demanda Valérie, effectuant une vérification informelle des références. Mon fils aîné Richard est ingénieur et vit au Havre avec sa famille. Ma fille cadette, Céline, est enseignante et vit à Lyon. Le plus jeune, Alexandre, est médecin et travaille à Paris, expliqua Monique avec une fierté évidente. Maître Stéphane prit plus de notes. D'excellentes références. Cela facilitera grandement le processus de tutelle provisoire. Lucas tenait la main de Monique pendant que les adultes discutaient de son avenir. Malgré toute l'incertitude, il ressentait un sentiment de sécurité qu'il n'avait pas éprouvé depuis le départ de son grand-père. « Maître Stéphane, dit Valérie, combien de temps cela prendra-t-il pour régler toute la documentation ? Si nous parvenons à présenter toutes les demandes aujourd'hui même, je peux avoir la tutelle provisoire approuvée pour le week-end. Pour ce qui est de l'héritage, cela peut prendre entre 1 et 3 mois, selon le nombre de vérifications nécessaires, expliqua l'avocat. Et pendant ce temps,
l'argent reste ici à la banque? Demanda Lucas. Oui, confirma Valérie. Nous allons ouvrir un compte spécial où l'argent sera en sécurité et générera des intérêts jusqu'à ce que toute la documentation soit réglée. Lucas hocha la tête, comprenant la situation. Papy disait toujours que l'important n'est pas d'être pressé de dépenser l'argent, mais d'avoir la patience de bien le garder. La sagesse de l'enfant impressionna tous les présents. Il était clair que Jean-Pierre avait été un excellent éducateur, transmettant des valeurs solides aux garçons. Lucas, dit Monique, et si nous allions chez toi chercher tes affaires pour que tu t'installes temporairement chez moi? Je peux emporter quelques affaires de papy aussi? Demanda-t-il plein d'espoir. Bien sûr que tu peux, répondit Monique. En fait, je pense qu'il serait important de préserver ses souvenirs. Maître Stéphane se leva de sa chaise. Je vais commencer immédiatement la paperasse. Valérie, puis-je compter sur la banque pour fournir tous les documents nécessaires liés au dépôt? Absolument, confirma la directrice. Je vais préparer un rapport complet sur toute la transaction. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle, un employé de la banque frappa discrètement à la porte. Madame Valérie, il y a un homme dans le hall qui demande après l'enfant qui a apporté l'argent. Il dit être un parent de la famille. Tous se regardèrent avec surprise. Lucas avait dit qu'il ne connaissait pas d'autres parents et voilà que quelqu'un apparaissait, réclamant un lien familial. Quel genre d'homme? Demanda Valérie. Bien habillé, d'âge moyen. Il dit être le cousin du défunt Jean-Pierre et qu'il a des droits sur l'héritage, expliqua l'employé. Maître Stéphane soupira. Ce genre de situation, malheureusement, est courant quand il y a des sommes significatives en jeu. Des gens qui n'ont jamais montré d'intérêt pour la famille apparaissent soudainement pour réclamer des droits. Lucas devint visiblement inquiet. Papy n'a jamais parlé d'aucun cousin, il disait toujours que notre famille, c'était juste nous deux. Ne t'inquiète pas, dit Monique en serrant la main de l'enfant. Nous allons gérer cela correctement. Je vais parler à cette personne, décida maître Stéphane. En tant qu'avocat, je peux évaluer la légitimité de n'importe quelle réclamation. Ils retournèrent dans le hall principal, où un homme d'environ 50 ans, bien habillé en costume sombre, attendait près du guichet d'information. Il avait une apparence professionnelle, mais il y avait quelque chose dans son expression qui n'inspirait pas une totale confiance. Monsieur, maître Stéphane s'approcha de l'homme. Je comprends que vous questionnez la situation de l'héritage de Jean-Pierre. L'homme se retourna, affichant un sourire qui semblait répéter. Je suis Nicolas, cousin issu de Germain de Jean-Pierre. J'ai appris qu'il y avait eu un mouvement financier significatif lié à son héritage et je suis venu éclaircir la situation. Et où étiez-vous pendant toutes ces années? Demanda Monique avec sa voix chargée de scepticisme. Nicolas sembla légèrement mal à l'aise face à la question directe. Eh bien, je vivais dans une autre région. J'ai perdu contact avec la famille il y a quelques années, mais quand j'ai appris le décès de Jean-Pierre. Comment l'avez-vous appris? L'interrompit maître Stéphane. Étiez-vous présent à la veillée funèbre ou à l'enterrement? Non, malheureusement je n'ai pas pu assister, répondit Nicolas, évitant de regarder directement Lucas. Mais j'ai des documents qui prouvent notre lien de parenté. Lucas observait l'homme avec attention. Il y avait quelque chose de familier chez lui, mais il ne parvenait pas à identifier quoi. Vous connaissiez mon grand-père quand il était jeune? Nicolas hésita avant de répondre. Oui, bien sûr. Jean-Pierre et moi jouions ensemble quand nous étions enfants. Et quel était le surnom qu'il avait dans l'enfance? Demanda Monique, mettant à l'épreuve les connaissances de l'homme. La question prit clairement Nicolas au dépourvu. Eh bien, c'était il y a longtemps. Je ne me souviens pas de détails comme ça. Maître Stéphane nota l'hésitation. Monsieur Nicolas, avez-vous un document qui prouve votre parenté avec Jean-Pierre? Oui, j'en ai, dit Nicolas en sortant une pochette de sa mallette. Voici les actes qui montrent notre arbre généalogique. Maître Stéphane examina les documents avec attention. À première vue, il semblait légitime, mais il y avait quelque chose qui le dérangeait. Ces documents semblent très récents pour des registres anciens. Ce sont des copies certifiées, expliqua Nicolas rapidement. Les originaux ont été perdus lors d'un déménagement. Valérie observait la situation avec une inquiétude croissante.
Son expérience à la banque lui avait appris à être prudente avec les personnes qui apparaissaient soudainement pour réclamer des droits sur de l'argent. Monsieur Nicolas, dit-elle, comprenez-vous que toute réclamation sur cet héritage devra être vérifiée par une procédure légale adéquate? Bien sûr, convint Nicolas. Je veux juste m'assurer que l'argent de mon cousin soit géré de manière appropriée. Après tout, un enfant n'a pas les connaissances pour gérer une telle somme. L'insinuation irrita Monique. Lucas a démontré bien plus de maturité et de sagesse que beaucoup d'adultes que je connais. Je ne remets pas en question le caractère de l'enfant, dit Nicolas, maintenant un ton apparemment conciliant. Je crois seulement qu'il vaudrait mieux que l'héritage soit administré par un adulte de la famille. Lucas trouva finalement le courage de parler. Papy me disait toujours que si un jour quelqu'un apparaissait en disant être de la famille, je devais demander à propos de la cicatrice qu'il avait sur la main droite. Savez-vous comment il s'est fait cette cicatrice? Nicolas devint visiblement mal à l'aise. Comme je l'ai dit, nous avons perdu contact il y a bien des années. La cicatrice venait de l'accident qu'il a eu quand il construisait ma maison de poupée, continua Lucas, sa voix devenant plus ferme. Il s'est coupé la main avec un outil, mais il a quand même fini de faire la maison avant d'aller à l'hôpital. N'importe quelle personne de la vraie famille connaîtrait cette histoire. Le silence qui suivit fut gênant. Nicolas n'avait clairement aucune connaissance de cette histoire personnelle et son manque de réaction confirma les soupçons de tous. Maître Stéphane rangea les documents qu'il avait examinés. Monsieur Nicolas, je vous suggère de chercher votre propre avocat si vous souhaitez contester l'héritage. Toute réclamation devra se faire via les canaux légaux appropriés. Mais commença Nicolas. L'affaire est close pour le moment, dit maître Stéphane avec fermeté. Toutes les procédures légales sont suivies adéquatement. Nicolas comprit qu'il ne pourrait pas résoudre la situation à ce moment-là. Très bien, mais cela ne s'arrête pas là, dit-il en tentant de maintenir l'apparence de quelqu'un ayant des droits légitimes. Après que Nicolas fut sorti de la banque, tout le monde respira de soulagement. Lucas, dit maître Stéphane, c'était très intelligent de ta part de poser cette question sur la cicatrice. Papy me disait toujours que les vraies personnes connaissent les histoires importantes de la famille, expliqua Lucas. Cet homme ne savait rien sur comment était Papy en vrai. Monique sourit avec fierté. Jean-Pierre t'a très bien appris à reconnaître les personnes sincères. Valérie finalisa toute la documentation nécessaire pour garder l'argent en sécurité. Lucas, voici le reçu du dépôt. Ce papier prouve que l'argent est en sécurité ici à la banque jusqu'à ce que tout soit résolu. Lucas rangea le papier soigneusement dans sa poche. Merci de m'aider. Papy disait toujours qu'il y a des gens bons dans le monde et aujourd'hui j'en ai trouvé plusieurs. Maître Stéphane s'apprêtait à aller au tribunal pour présenter les papiers quand son téléphone sonna. Après avoir décroché, son expression devint sérieuse. C'était mon bureau. Apparemment, ce monsieur Nicolas a déjà contacté d'autres avocats en ville pour tenter de contester l'héritage. Est-ce problématique? Demanda Monique. Pas nécessairement, mais cela montre qu'il est déterminé. Nous devons accélérer notre procédure pour assurer que Lucas ait la protection légale adéquate, expliqua l'avocat. Lucas sentit un nœud dans l'estomac. Cet homme pourrait vraiment prendre l'argent de mon grand-père? Non, s'il ne peut pas prouver un lien de parenté légitime. Rassure-toi, dit maître Stéphane. Et en nous basant sur ce que nous avons vu aujourd'hui, je doute fort qu'il y parvienne. Monique posa sa main sur l'épaule de Lucas. Rentrons à la maison, mon chéri. Tu dois être fatigué après toute cette émotion. Alors qu'ils sortaient de la banque, Valérie les accompagna jusqu'à la porte. Lucas, je veux que tu saches que je m'impliquerai personnellement pour garantir que l'argent de ton grand-père soit protégé. Jean-Pierre devait être un homme très spécial pour avoir élevé un petit-fils aussi courageux et honnête. C'était le meilleur grand-père du monde, dit Lucas, ses mots chargés de nostalgie et d'amour. Durant le trajet jusqu'à la maison de Monique, Lucas observait le paysage familier du quartier de Rouen où il avait grandi. Chaque rue avait des souvenirs de promenade avec son grand-père. Chaque coin lui rappelait des histoires que Jean-Pierre lui racontait. Madame Monique, dit Lucas quand ils arrivèrent chez elle. Vous croyez que papy serait fier de moi aujourd'hui? Monique s'arrêta devant la porte et s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de l'enfant. Lucas, j'ai la certitude absolue que Jean-Pierre est très fier de toi. Tu as montré un courage et une dignité que beaucoup d'adultes n'ont pas.
La maison de Monique était accueillante et bien entretenue. Les murs étaient remplis de photos de famille et il y avait une odeur de lavande qui rappelait à Lucas la maison d'une tante qu'il avait connue quand il était très petit. Ce sera ta chambre tant que tu seras ici, dit Monique en montrant une pièce avec un lit simple, un bureau et une étagère remplie de livres. Lucas observa la chambre avec admiration. C'est très beau. Papy serait impressionné. Demain, nous irons chercher tes affaires à la maison de ton grand-père, dit Monique. Et si tu veux, nous pouvons apporter quelques souvenirs de lui pour décorer ta chambre ici. L'idée anima Lucas. Je peux apporter sa photo avec son uniforme de travail? C'est ma préférée. Bien sûr que tu peux, sourit Monique. Tu peux apporter tous les souvenirs que tu veux. Ce soir-là, durant le dîner, Monique raconta plus d'histoires sur Jean-Pierre et Lucas partagea ses souvenirs favoris de son grand-père. C'était réconfortant pour l'enfant de savoir que d'autres personnes gardaient aussi des souvenirs affectueux de l'homme qui l'avait élevé. Madame Monique, dit Lucas avant d'aller dormir. Que va-t-il se passer si cet homme, le Nicolas, réussit à prouver qu'il est parent de Papy? Monique réfléchit soigneusement avant de répondre. Lucas, même s'il était vraiment parent de ton grand-père, cela ne changerait pas le fait que Jean-Pierre voulait que tu gardes l'argent. Sa lettre laisse cela très clair. Mais, et si ce n'est pas suffisant? Alors nous nous battrons pour assurer que la volonté de ton grand-père soit respectée, dit Monique avec détermination. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Les paroles de Monique apportèrent un réconfort immense à Lucas. Pour la première fois depuis que Jean-Pierre était parti, il ne se sentait pas complètement désemparé. Le lendemain matin, Maître Stéphane appela tôt avec des nouvelles sur la procédure. J'ai obtenu une audience préliminaire pour cet après-midi. Le juge veut entendre le cas personnellement avant de décider sur la tutelle provisoire. Est-ce bon ou mauvais? Demanda Monique. C'est bon, assura l'avocat. Cela signifie que le juge prend la situation au sérieux et veut garantir que Lucas ait une protection adéquate. Durant le petit déjeuner, Lucas était visiblement nerveux pour l'audience. Madame Monique, je vais devoir parler au juge? Probablement oui, dit-elle avec gentillesse. Mais ne t'inquiète pas, tu as juste besoin d'être honnête et de parler de ton grand-père comme tu le fais toujours. Et si j'oublie mes mots? Monique prit les mains de l'enfant. Lucas, tu es un garçon intelligent et courageux. Hier, tu as affronté une situation très difficile à la banque et tu t'en es très bien sorti. Aujourd'hui ne sera pas différent. Les mots d'encouragement aidèrent Lucas à se calmer. Il avait confiance en Monique et savait qu'elle ne le laisserait pas affronter cette situation seule. En chemin vers le tribunal, ils passèrent devant la maison où Lucas avait vécu avec Jean-Pierre. C'était une construction simple, mais bien entretenue, avec un petit jardin devant que le grand-père entretenait avec amour. « On peut s'arrêter un petit moment ?» demanda Lucas. Monique gara sa voiture, une petite citadine, et ils marchèrent jusqu'au portail de la maison. Lucas resta debout devant la petite bâtisse, absorbant les souvenirs que chaque détail évoquait. « Papy a planté ses fleurs l'année dernière, dit-il en pointant un parterre coloré. Il disait qu'il voulait que la maison soit jolie pour quand je grandirai et que j'amènerai une fiancée la visiter. » L'innocence et l'amour dans la voix de l'enfant émurent profondément Monique. « Ton grand-père t'aimait vraiment beaucoup, Lucas. »« Je sais, dit-il en séchant une larme. C'est pour ça que je dois faire en sorte qu'il soit fier de moi. » Quand ils arrivèrent au palais de justice, Maître Stéphane les attendait déjà. « Lucas, comment te sens-tu? » Un peu nerveux, admit l'enfant, mais je suis prêt. L'audience fut programmée dans une salle plus petite, moins intimidante qu'un tribunal traditionnel. Le juge, monsieur le juge Pierre, était un homme d'environ 60 ans, aux cheveux poivre et sel et à l'expression gentille mais sérieuse. « Lucas, dit le juge après que tous se furent présentés. Je comprends que tu as traversé beaucoup de changements récemment. Peux-tu me raconter un peu ta vie avec ton grand-père? » Lucas prit une profonde inspiration avant de commencer. « Papy Jean-Pierre s'est occupé de moi depuis que j'étais tout petit. Il m'a appris à lire, à écrire, à être une bonne personne. Tous les matins, il faisait du café et me racontait des histoires sur quand il était jeune. Et comment était votre relation? Mon papy était mon meilleur ami, dit Lucas, sa voix devenant plus ferme. Il travaillait beaucoup pour que je ne manque jamais de rien. Quand je tombais malade, il restait éveillé toute la nuit à s'occuper de moi. Quand j'étais triste, il me faisait rire avec ses blagues.
Le juge écoutait attentivement, prenant des notes occasionnelles. Lucas, comprends-tu que ton grand-père n'était pas techniquement ton parent de sang? Oui, monsieur, répondit Lucas. Mais papy disait toujours que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui ont le même sang. La famille, c'est ceux qui prennent soin de toi, qui t'aiment et qui sont présents quand on a besoin d'eux. La réponse de l'enfant impressionna clairement le juge. Et que sais-tu sur tes parents biologiques? Lucas hésita un instant. Papy m'a dit que c'étaient de bonnes personnes, mais qu'ils avaient des problèmes qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Il a dit que quand je grandirais, si je voulais les chercher, il m'aiderait. Mais il a aussi dit que j'aurais toujours une maison avec lui, peu importe ce qui se passerait. Le juge Pierre se tourna vers Monique. Madame Monique, pouvez-vous m'expliquer votre lien avec cette famille et pourquoi vous êtes disposée à assumer la tutelle temporaire de Lucas? Monsieur le juge, commença Monique. J'ai connu Jean-Pierre il y a plus de 50 ans. C'était un homme d'un caractère exemplaire, travailleur et dévoué. J'ai accompagné de près comment il s'est occupé de Lucas avec amour et responsabilité. Accepter la tutelle temporaire n'est pas seulement une faveur, c'est un honneur. Vous avez des enfants vous-même? J'ai 3 enfants adultes, tous professionnels accomplis, et j'ai déjà gardé plusieurs petits-enfants, expliqua Monique. J'ai l'expérience et les conditions économiques pour offrir à Lucas un foyer stable et affectueux. Le juge posa quelques questions de plus sur la situation économique et émotionnelle de tous les impliqués. Maître Stéphane présenta tous les documents nécessaires, incluant la lettre de Jean-Pierre et le rapport de la banque sur l'argent déposé. Concernant la question de l'héritage, dit le juge. Je comprends qu'il y a eu des contestations de tiers. Oui, monsieur le juge, répondit maître Stéphane. Un homme nommé Nicolas, prétendant être le cousin du défunt, est apparu, mais il n'a pu présenter de preuves convaincantes de parenté proche ou de connaissances personnelles sur Jean-Pierre. Et la lettre laissée par le défunt est claire et spécifique sur l'intention de laisser tous les biens à Lucas, confirma l'avocat. Le juge réfléchit quelques instants avant de se prononcer. Basé sur ce que j'ai entendu aujourd'hui, il est clair que Jean-Pierre a pris soin de Lucas comme un véritable père et que son intention était de garantir le bien-être de l'enfant. J'accorde la tutelle provisoire en faveur de Monique et détermine que l'héritage soit maintenu sur un compte protégé jusqu'à ce que tous les aspects légaux soient définitivement résolus. Lucas sentit une vague de soulagement. La première partie de la bataille était gagnée. Cependant, continua le juge, étant donné la valeur significative de l'héritage, je détermine qu'un curateur soit nommé pour assister dans l'administration des ressources lorsqu'elles seront libérées. Cela garantira que l'argent soit utilisé adéquatement pour l'éducation et le bien-être de Lucas. Maître Stéphane acquiesça, comprenant la nécessité d'une protection supplémentaire. Monsieur le juge, c'est très sensé. Quand ils sortirent du tribunal, Lucas était radieux. Madame Monique, cela signifie que je peux rester avec vous? Cela signifie que oui, sourit Monique. Et cela signifie que l'argent que ton papy a gardé avec tant d'amour est en sécurité pour toi. Maître Stéphane s'apprêtait à prendre congé quand son portable sonna. Après une brève conversation, son expression devint préoccupée. C'était mon bureau. Nicolas a engagé un avocat et menace de porter plainte, contestant tant l'héritage que la tutelle. Il peut faire ça? Demanda Lucas inquiet. Il peut essayer, expliqua maître Stéphane. Mais après aujourd'hui, notre position est beaucoup plus forte. Nous avons la décision judiciaire sur la tutelle et des preuves claires de la volonté de Jean-Pierre. Monique posa sa main protectrice sur l'épaule de Lucas. Nous n'allons pas nous laisser intimider. Jean-Pierre n'aurait pas abandonné pour te protéger et nous ne le ferons pas non plus. Durant les jours suivants, Lucas s'adapta à la routine chez Monique. Elle l'inscrivit à l'école du quartier et il se fit rapidement des amis parmi ses camarades. Ses notes étaient excellentes, confirmant la bonne éducation que Jean-Pierre lui avait fournie. Un après-midi, alors que Lucas rentrait de l'école, Monique l'attendait dans la cuisine avec une expression sérieuse. « Lucas, nous devons parler. » Maître Stéphane a appelé avec des nouvelles sur Nicolas. Lucas sentit son estomac se nouer. Qu'a-t-il découvert? Apparemment, Nicolas n'est pas vraiment le cousin de Jean-Pierre, dit Monique. Maître Stéphane a engagé un enquêteur qui a découvert qu'il a changé de nom il y a quelques années et qu'il a un historique de tentatives de profiter d'héritage de personnes sans famille proche. La révélation laissa Lucas à la fois soulagé et indigné. Alors, il essayait de voler l'argent de mon grand-père? En gros, oui,
confirma Monique. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela renforce encore plus notre position. Le juge aura une très mauvaise impression quand il saura cela. Lucas réfléchit à la situation. Madame Monique, comment existe-t-il des gens aussi méchants dans le monde? Papy disait toujours que nous devons faire confiance aux gens jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire. Ton grand-père avait raison de faire confiance aux gens, dit Monique gentiment. Mais il t'a aussi appris à poser les bonnes questions, comme tu l'as fait avec la cicatrice. Cela montre qu'il t'a préparé à reconnaître les personnes vraies. La sagesse de Jean-Pierre, transmise à travers Lucas, continuait de le protéger même après le décès de son grand-père. Quelques semaines plus tard, il y eut une nouvelle audience. Cette fois, Nicolas comparut accompagné de son avocat, un homme à l'apparence douteuse qui était clairement payé pour créer des problèmes. « Monsieur le juge, dit l'avocat de Nicolas, mon client a des droits légitimes sur l'héritage de Jean-Pierre et conteste la capacité d'un enfant de 8 ans à administrer une telle somme. » Maître Stéphane se leva pour répondre. « Monsieur le juge, notre enquêteur a découvert que Monsieur Nicolas, dont le vrai nom est Nicolas Torres, a changé d'identité il y a 3 ans après avoir été poursuivi pour tentative d'appropriation indue d'héritage dans une autre région. » L'avocat de Nicolas se montra visiblement mal à l'aise. « Ce sont des accusations infondées. Nous avons ici la documentation complète, continua Maître Stéphane en présentant un dossier au juge, incluant des certificats qui prouvent qu'il n'existe aucun lien de parenté entre Monsieur Nicolas Torres et le défunt Jean-Pierre. » Le juge examina les documents avec une attention croissante et une irritation évidente. « Monsieur Torres, avez-vous une explication pour ces preuves ?» Nicolas tenta d'argumenter, mais ses paroles étaient clairement des mensonges mal construits. Son propre avocat semblait prendre ses distances au fur et à mesure que la situation s'éclaircissait. Basé sur les preuves présentées, déclara le juge avec fermeté, il est évident que Monsieur Nicolas Torres a tenté frauduleusement de réclamer des droits sur un héritage avec lequel il n'a aucun lien légitime. Ces réclamations sont catégoriquement rejetées. Lucas tenait la main de Monique, soulagé de voir que la justice prévalait. De plus, continua le juge, je détermine qu'une procédure pénale soit ouverte contre Monsieur Torres pour tentative de fraude et usurpation d'identité. Quant à l'héritage de Lucas, sa légitimité en tant que bénéficiaire unique est définitivement confirmée, conformément à ce qui est exprimé dans la lettre laissée par Jean-Pierre. Quand ils sortirent du tribunal, Lucas se sentit enfin libéré du poids qu'il portait depuis que Nicolas était apparu. « Madame Monique, cela veut dire que tout est fini ? Cela veut dire que tu peux enfin être en paix en sachant que l'argent que ton papy a gardé est en sécurité, répondit-elle avec un sourire. Maître Stéphane organisa une réunion avec Valérie pour discuter de la manière de procéder avec la libération graduelle des ressources. Pour les besoins de Lucas, je suggère que nous établissions un plan où une partie de l'argent soit utilisée pour l'éducation, une autre pour les dépenses courantes et le reste soit investi pour assurer l'avenir de Lucas. C'est exactement ce que papy aurait voulu, dit Lucas. Il parlait toujours de l'importance d'étudier et de planifier l'avenir. Valérie sourit. Lucas, ton grand-père serait très fier de voir comment tu gères tout cela. Je vais m'assurer personnellement que tes ressources soient administrées de la meilleure façon possible. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. En continuant, dans les mois qui suivirent, Lucas s'établit complètement dans sa nouvelle vie avec Monique. Elle l'inscrivit dans une école privée où il se distingua rapidement sur le plan académique. Son intérêt particulier pour les mathématiques rappelait à Monique à quel point Jean-Pierre aurait été fier. Un jour, pendant le déjeuner, Lucas posa une question qui prit Monique par surprise. « Madame Monique, vous croyez qu'il serait possible d'utiliser une partie de l'argent de papy pour aider d'autres enfants qui n'ont pas de famille ?» Monique arrêta de manger et regarda Lucas avec intérêt. « Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça ?» À l'école, j'ai rencontré un garçon nommé Mathéo, qui vit dans un foyer pour enfants, expliqua Lucas. Il m'a raconté que beaucoup d'enfants là-bas n'ont personne pour s'occuper d'eux pour de vrai. Je me suis dit que papy m'a toujours appris à aider ceux qui en ont besoin. L'idée émut profondément Monique. Lucas, cela montre à quel point ton grand-père t'a bien appris la générosité. Mais es-tu sûr de vouloir utiliser ton argent pour aider d'autres personnes? Papy disait toujours que l'argent ne vaut la peine que si nous l'utilisons pour faire de bonnes choses, répondit Lucas avec conviction. De plus, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin ici avec vous. Monique sentit ses yeux se remplir de larmes.
Jean-Pierre avait élevé un enfant au cœur véritablement généreux. Ils décidèrent de discuter avec maître Stéphane de la viabilité légale d'utiliser une partie de l'héritage pour des projets caritatifs. L'avocat fut impressionné par la maturité de la proposition. Lucas, c'est une idée noble, dit maître Stéphane. Nous pouvons structurer un projet où une partie des ressources est destinée à améliorer les conditions des enfants en situation vulnérable. Comment cela fonctionnerait-il ? Demanda Lucas anxieux de comprendre les détails. Nous pouvons créer un fonds spécial qui aide à financer des améliorations dans les foyers ou même soutenir des familles qui veulent adopter mais ont des difficultés économiques, expliqua l'avocat. L'idée enthousiasma Lucas. Papy serait très heureux de savoir que son argent aide d'autres enfants à avoir des familles comme j'en ai eu une avec lui. Valérie, qui était devenue une sorte de mentor financier pour Lucas, s'offrit pour aider à structurer le projet caritatif. Lucas, je peux mettre l'équipe de la banque au travail sur les aspects techniques. Ce sera un exemple inspirant pour nous tous. Durant les mois suivants, Lucas s'impliqua activement dans la planification du projet. Il visita des foyers locaux pour mieux comprendre les besoins des enfants, toujours accompagné par Monique ou maître Stéphane. Lors d'une de ces visites, Lucas fit la connaissance de Manon, une fillette de 7 ans qui avait perdu ses parents dans un accident et n'avait pas de parents proches. Son histoire toucha particulièrement Lucas, qui voyait des similitudes entre leurs situations. « Lucas, dit Manon durant une de leurs conversations, tu as eu de la chance d'avoir un grand-père qui s'est occupé de toi. Je voulais tellement avoir quelqu'un comme ça. » Les mots de la fillette restèrent gravés dans l'esprit de Lucas. Ce soir-là, il discuta longuement avec Monique de ce qu'il avait ressenti durant la visite. « Madame Monique, lui dit-il, est-ce que vous pourriez vous occuper d'un enfant de plus en plus de moi ?» La question prit Monique complètement par surprise. « Lucas, es-tu en train de suggérer que nous adoptions Manon ? Je sais que c'est beaucoup demandé, dit Lucas rapidement, mais elle a besoin d'une vraie famille et vous êtes la meilleure personne que je connaisse pour s'occuper d'enfants. » Monique garda le silence quelques instants, traitant la suggestion. « Lucas, ce serait une très grande décision. Es-tu sûr que tu aimerais avoir une sœur ? Papy disait toujours que la famille, c'est ce qu'on choisit d'aimer, répondit Lucas. Si vous acceptez Manon comme fille, je l'accepterai comme sœur. La conversation mena Monique à une profonde réflexion sur sa propre vie. Ses enfants étaient adultes et indépendants, et elle avait trouvé un nouveau but en s'occupant de Lucas. L'idée d'agrandir encore plus sa famille reconstruite était à la fois effrayante et excitante. La semaine suivante, Monique demanda à mieux connaître Manon. La première rencontre fut soigneusement supervisée par les assistants sociaux du foyer, mais il devint vite clair qu'il y avait une connexion spéciale entre elles. « Madame Monique, dit Manon durant sa deuxième visite, vous ressemblez beaucoup à ma grand-mère, qui vivait loin et que je visitais pendant les vacances. »« Et comment était ta grand-mère » demanda Monique gentiment. « Elle faisait un gâteau au chocolat délicieux et me laissait aider dans la cuisine, » répondit la fillette avec un sourire nostalgique, et elle disait toujours que j'étais spéciale. Monique sentit son cœur se réchauffer. « Tu es spéciale, Manon, et je fais aussi du gâteau au chocolat. » Lucas observait les interactions entre Monique et Manon avec une satisfaction croissante. C'était comme si les pièces d'un puzzle s'emboîtaient parfaitement. Après plusieurs visites et beaucoup de réflexions, Monique prit la décision de lancer le processus d'adoption de Manon. Maître Stéphane l'aida avec toute la documentation nécessaire et, étonnamment, le processus fut plus rapide que prévu grâce à l'excellente réputation de Monique en tant que tutrice de Lucas. Quand Manon emménagea définitivement dans la maison, Lucas ressentit une joie qu'il n'avait plus éprouvée depuis l'époque avec son grand-père. Avoir une sœur apporta une dimension complètement nouvelle à sa vie. « Lucas, dit Manon un soir après le dîner, merci de m'avoir choisi comme sœur. »« Je te remercie d'accepter d'être ma sœur, » répondit Lucas. Papy disait toujours que les meilleures familles sont celles qu'on construit avec amour. Monique écoutait la conversation depuis la cuisine et souriait avec des larmes aux yeux. Jean-Pierre avait vraiment élevé un enfant extraordinaire et maintenant sa générosité changeait la vie d'un enfant de plus. Le projet caritatif de Lucas commença aussi à prendre forme. Avec l'aide de l'équipe de la banque, ils établirent la Fondation Jean-Pierre, dédiée à soutenir les enfants orphelins et les familles souhaitant adopter. Lors de la cérémonie de lancement de la fondation, réalisée dans la banque même où tout avait commencé, Lucas prononça un discours qui émut tous les présents. « Mon grand-père Jean-Pierre m'a toujours appris que la vraie valeur de l'argent réside dans la façon dont nous l'utilisons pour faire le bien, » dit Lucas de sa voix claire et confiante.
Aujourd'hui, j'utilise une partie de l'héritage qu'il m'a laissé pour honorer sa mémoire, en aidant d'autres enfants à avoir ce que j'ai eu, une famille qui les aime vraiment. Valérie, qui était au premier rang, sécha discrètement une larme. Lucas, lui dit-elle après l'événement, de toutes mes années de travail dans cette banque, je n'ai jamais vu une histoire aussi inspirante que la tienne. L'histoire n'est pas seulement la mienne, répondit Lucas. C'est la mienne, celle de Papy, de Madame Monique, de Manon et de toutes les personnes qui nous ont aidés en chemin. Quelques mois plus tard, la Fondation Jean-Pierre avait financé 3 adoptions et contribué à améliorer les conditions de vie de dizaines d'enfants dans des foyers locaux. Lucas suivait personnellement chaque cas, toujours accompagné par Monique. Durant une visite au foyer où il avait rencontré Manon, Lucas fut abordé par un enfant d'environ son âge. « Lucas, est-ce vrai que tu vas aider à trouver une famille pour moi aussi ? » « Nous allons faire de notre mieux, promit Lucas. Mais rappelle-toi que parfois cela prend un peu de temps pour trouver la bonne famille. L'important est de ne jamais cesser d'y croire. L'enfant sourit et Lucas vit dans ses yeux le même espoir qu'il avait porté durant les moments difficiles où Nicolas tentait de contester son héritage. Ce soir-là, Lucas faisait ses devoirs sur la table de la cuisine quand Monique s'assit à côté de lui. « Lucas, puis-je te poser une question personnelle ? » « Bien sûr, Madame Monique. » « Est-ce que ton grand-père te manque tous les jours ?» Lucas arrêta d'écrire et réfléchit avec soin. « Il me manque beaucoup, dit-il finalement. Mais ce n'est pas un manque triste comme au début. Maintenant, c'est un manque heureux parce que je me souviens de toutes les bonnes choses qu'il m'a apprises et je vois que j'utilise ses enseignements pour aider d'autres personnes. » « Un manque heureux, répéta Monique. Quelle jolie expression. Papy avait l'habitude de dire que les bonnes personnes ne partent jamais vraiment, expliqua Lucas. Elles continuent de vivre à travers les bonnes choses qu'elles ont enseignées à ceux qu'elles aimaient. La sagesse simple mais profonde de Jean-Pierre, transmise par Lucas, continuait d'impressionner tous ceux qui le connaissaient. À la fin de cette année-là, Lucas reçut une nouvelle inattendue. Maître Stéphane appela pour informer que le fonds caritatif avait attiré l'attention des médias locaux et qu'une chaîne de télévision voulait faire un reportage sur son histoire. « Ils veulent m'interviewer moi ?» demanda Lucas, clairement nerveux à cette idée. « C'est ça, » confirma l'avocat. « Mais tu ne participes que si tu le veux, il n'y a aucune obligation. » Lucas parla avec Monique et Manon de la proposition. « Qu'en pensez-vous ? Vous croyez que ça en vaut la peine ? Peut-être que cela aidera plus de gens à connaître le travail de la Fondation, suggéra Manon. Ainsi, on pourra aider plus d'enfants. Monique fut d'accord. Si tu te sens à l'aise, cela peut être une opportunité d'honorer encore plus la mémoire de ton grand-père. Lucas décida d'accepter l'interview. Le jour de l'enregistrement, réalisé dans la même salle de la banque où il avait déposé l'argent pour la première fois, il se sentit nerveux, mais décidé à représenter dignement la mémoire de Jean-Pierre. « Lucas, » demanda la journaliste, « que dirait ton grand-père s'il pouvait voir tout ce que tu as accompli avec l'héritage qu'il a laissé ?» Lucas réfléchit un instant avant de répondre. Je crois qu'il dirait qu'il est fier, mais pas surpris. Papy m'a toujours appris que nous devons utiliser nos ressources pour aider ceux qui en ont besoin. Il a planté les graines de cette générosité en moi. Je suis juste en train d'arroser la petite plante qu'il a commencée. La réponse fut si touchante que la journaliste eut besoin d'un moment pour se reprendre avant de continuer les questions. Quand le reportage fut diffusé, la réaction du public fut extraordinaire. La banque reçut des dizaines d'appels de personnes voulant contribuer à la Fondation Jean-Pierre, et plusieurs familles prirent contact en manifestant un intérêt pour l'adoption. Valérie appela Monique le lendemain de la diffusion du reportage. « Vous devez venir à la banque. Nous avons une situation que je n'aurais jamais imaginé voir arriver. » Quand ils arrivèrent à la banque, ils trouvèrent une file de personnes attendant pour parler à quelqu'un de la Fondation. Il y avait des familles intéressées par l'adoption, des entrepreneurs offrant des dons et même d'autres enfants qui voulaient contribuer avec leurs économies. « Lucas, » dit une dame âgée qui était dans la file. « Ton histoire m'a rappelé mon propre petit-fils, qui a aussi été élevé par ses grands-parents. Je veux donner à ta fondation en mémoire de mon défunt mari. »« Madame, » répondit Lucas poliment. « Je me sens très honoré par votre générosité. Je suis sûr que votre mari serait fier de savoir que sa mémoire est honorée en aidant des enfants. » La réponse mature et respectueuse de Lucas impressionna tous les présents. Il était clair que Jean-Pierre avait réellement élevé un enfant exceptionnel. Au fil des mois suivants, la Fondation Jean-Pierre grandit bien au-delà des attentes originales.
Avec les ressources amplifiées, ils purent étendre le projet pour inclure des programmes éducatifs pour les enfants des foyers et des formations pour les familles intéressées par l'adoption. Lucas, maintenant âgé de 9 ans, développa une routine de visite régulière aux foyers partenaires de la Fondation. Il devint une sorte d'ambassadeur de l'espoir, partageant sa propre histoire pour inspirer d'autres enfants. Durant l'une de ses visites, il rencontra un adolescent nommé Bruno, de 15 ans, qui était au foyer depuis plus de 10 ans et avait perdu l'espoir de trouver une famille. « Lucas, dit Bruno avec scepticisme, tu crois encore aux fins heureuses parce que tu es petit et que tu as eu de la chance. Quand on grandit, on comprend que tout le monde ne trouve pas une famille comme toi tu as trouvé. » L'observation de Bruno toucha Lucas profondément. « Bruno, je peux te raconter quelque chose ? Quand cet homme méchant a essayé de voler l'argent de mon grand-père, j'ai aussi pensé que peut-être la fin heureuse n'était qu'une histoire pour enfants. Mais j'ai appris que les fins heureuses existent, seulement parfois elles mettent plus de temps à arriver et viennent de manière qu'on n'attendait pas. Tu crois vraiment que quelqu'un voudrait adopter un adolescent comme moi ? Je crois qu'il y a des familles qui cherchent spécifiquement des jeunes comme toi, répondit Lucas avec conviction. Et même si ça tarde, l'important est de ne jamais cesser de croire que tu mérites d'être aimé. La conversation motiva Lucas à proposer une expansion de la Fondation pour inclure un programme spécifique pour les adolescents en situation de foyer, se concentrant non seulement sur l'adoption, mais aussi sur la préparation à la vie indépendante et le soutien éducatif. Maître Stéphane fut impressionné par la proposition. « Lucas, tu penses comme un véritable leader social. Cette extension peut changer la vie de nombreux jeunes. » Avec le soutien croissant de la communauté, le programme pour adolescents fut mis en œuvre avec succès. Bruno devint l'un des premiers bénéficiaires, recevant une bourse d'études pour le lycée et participant à un programme de tutorat. Quelques mois plus tard, dans un retournement émouvant, une famille qui avait suivi l'histoire du fonds à travers les médias prit contact, spécifiquement intéressée par l'adoption d'un adolescent. Après un processus d'approche prudent, Bruno trouva sa famille adoptive. « Lucas, dit Bruno le jour où il déménagea dans sa nouvelle maison, merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Tu m'as appris que l'âge n'importe pas quand il s'agit de trouver une famille. » J'ai appris de toi, Bruno, répondit Lucas. Tu m'as montré que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais de continuer à croire même quand cela semble impossible. L'adoption de Bruno devint une étape marquante pour la Fondation Jean-Pierre, démontrant que le projet faisait réellement une différence dans la vie des enfants et adolescents de tous âges. Au deuxième anniversaire du fonds, Lucas, maintenant âgé de 10 ans, prononça un nouveau discours lors d'une cérémonie célébrée dans l'auditorium de la banque. Cette fois, Manon, qui était devenue une excellente oratrice pour une fille de 9 ans, partagea la scène avec lui. « Il y a 2 ans, dit Lucas, je suis entré dans cette banque en portant un sac avec l'argent que mon grand-père avait gardé pendant des décennies. Aujourd'hui, cet argent s'est multiplié, non pas en quantité, mais en impact. Nous avons déjà aidé 53 enfants à trouver des familles aimantes. » Manon prit le micro. « J'étais l'une de ces filles. Lucas et Madame Monique ne m'ont pas seulement donné une famille, mais ils m'ont appris que la famille est quelque chose que nous construisons chaque jour avec amour, respect et soins mutuels. » Le public, qui incluait beaucoup des familles qui s'étaient formées grâce au fonds, applaudit avec émotion. Monique, assise au premier rang, séchait discrètement des larmes de fierté. Après la cérémonie, Valérie s'approcha de Lucas. « Lucas, j'ai une proposition pour toi. La banque voudrait établir un compte spécial d'épargne-études à ton nom en reconnaissance de l'impact social de ton projet. » « C'est très gentil, » répondit Lucas. « Mais j'ai déjà plus que ce dont j'ai besoin. Et si on utilisait cela pour créer des bourses pour les enfants du fonds ? » La réponse de Lucas ne surprenait plus personne. Sa générosité était devenue une caractéristique bien connue et admirée par tous ceux qui l'entouraient. Ce soir-là, durant le dîner familial, Monique observait Lucas et Manon converser avec animation sur leur projet pour étendre encore plus le travail du fonds. « Vous savez, dit-elle, quand j'ai rencontré Lucas ce premier jour à la banque, je savais qu'il était spécial, mais je n'avais jamais imaginé qu'il deviendrait une inspiration pour tant de gens. »« Madame Monique, dit Lucas, je fais seulement ce que papy m'a appris. La partie spéciale, c'est que j'ai trouvé des personnes comme vous et Manon pour partager ce chemin avec moi. » Manon sourit. « Et maintenant, nous sommes une vraie famille construite avec beaucoup d'amour. » Les mots de la fillette résumaient parfaitement la transformation qui s'était produite dans la vie de tous. D'une tragédie initiale, la perte de Jean-Pierre, avait surgi une histoire d'espoir,
de générosité et d'amour qui changeaient de nombreuses vies. Quelques mois plus tard, Lucas reçut une lettre inattendue. Elle venait d'une femme nommée Marie, qui s'identifia comme une cousine éloignée de Jean-Pierre. Mais contrairement à Nicolas, elle avait une documentation légitime et de vrais souvenirs de la famille. Maître Stéphane, dit Lucas quand l'avocat lui lut la lettre, cela signifie que j'ai de la vraie famille de sang? Apparemment oui, confirma l'avocat. Mais Marie laisse clair dans la lettre qu'elle n'a aucun intérêt pour l'héritage. Elle veut seulement te connaître et partager quelques histoires sur ton grand-père quand il était jeune. Lucas se sentit intrigué. Je peux la rencontrer? La rencontre fut programmée pour le week-end suivant chez Monique. Marie, une dame d'environ 60 ans, enseignante à la retraite, apporta avec elle un album de photos anciennes de la famille. Lucas, dit Marie quand ils firent connaissance, tu as les mêmes yeux bons que ton papy quand il était enfant. Vous connaissiez papy quand il était petit? Bien sûr que oui, sourit Marie. Jean-Pierre était mon cousin préféré. Il avait quelques années de plus que moi, mais il me protégeait toujours quand les autres enfants m'embêtaient. Lucas feuilleta l'album avec fascination, voyant des photographies de son grand-père à différents âges qu'il n'avait jamais vus. Papy ne m'a jamais montré de photos de quand il était jeune. Il disait que c'était mieux de regarder vers l'avant que vers l'arrière. C'est tout à fait typique de Jean-Pierre, rit Marie. Il a toujours été focalisé sur l'avenir et sur le bien-être des autres. Marie passa plusieurs heures à raconter des histoires de l'enfance et de la jeunesse de Jean-Pierre, peignant un portrait plus complet de l'homme que Lucas aimait tant. Lucas, ton grand-père serait très fier de tout ce que tu as accompli avec son héritage. Vous le croyez vraiment? J'en suis sûr, dit Marie avec conviction. Jean-Pierre a toujours été généreux et s'est toujours soucié des enfants qui n'avaient pas de famille. Quand nous étions jeunes, il avait l'habitude d'apporter de la nourriture aux enfants des rues de notre ville. Cette révélation sur Jean-Pierre émut profondément Lucas. Savoir que sa générosité avait été inspirée par des caractéristiques que son grand-père montrait déjà étant jeune donna un nouveau sens à son travail. Marie, dit Monique, aimeriez-vous vous impliquer dans le travail du fonds que Lucas a créé? Ce serait un honneur, répondit Marie immédiatement. En tant qu'enseignante retraitée, je peux aider avec la partie éducative du projet. L'arrivée de Marie apporta une nouvelle dimension au travail du fonds. Avec son expérience en éducation, elle développa des programmes de soutien scolaire pour les enfants dans les foyers et des ateliers de préparation à l'adoption pour les familles intéressées. Lucas se sentit complet d'une manière qu'il n'avait pas expérimentée depuis la perte de Jean-Pierre. Avoir Marie dans sa vie, c'était comme récupérer une partie de l'histoire familiale qu'il pensait avoir perdue pour toujours. Durant l'une des sessions de soutien scolaire coordonnées par Marie, Lucas fit la connaissance d'une fille nommée Valentine, de 7 ans, qui avait développé des difficultés d'apprentissage dues au traumatisme de perdre sa famille très jeune. Lucas, dit Valentine après un cours, tu crois qu'une fille qui a du mal à lire peut trouver une famille qui l'aimera comme ça? La question toucha profondément Lucas. Valentine, les vraies familles nous aiment non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes spéciaux à notre manière. Si tu as du mal à lire, nous allons trouver une famille qui aura la patience de t'aider à t'améliorer. Avec le soutien de Marie et de l'équipe du fonds, Valentine reçut un accompagnement spécialisé pour ses difficultés d'apprentissage. Quelques mois plus tard, elle fut adoptée par un couple d'enseignants spécialisés en éducation adaptée. Lucas, dit Valentine le jour de son adoption, merci de m'avoir aidé à comprendre que je suis spéciale à ma manière. Tu as toujours été spéciale, Valentine, répondit Lucas. Tu avais juste besoin de personnes qui voient cela en toi. Ces expériences continuèrent de façonner Lucas comme une personne empathique et décidée à faire la différence dans la vie d'autres enfants. Chaque succès du fonds renforçait sa compréhension que Jean-Pierre avait laissé bien plus que de l'argent. Il avait laissé un héritage d'amour et de générosité. Au 3e anniversaire de la Fondation Jean-Pierre, Lucas, maintenant âgé de 11 ans, reçut une proposition inattendue. Le maire de la ville voulait nommer Lucas ambassadeur municipal des droits de l'enfant. Un titre symbolique, mais qui apporterait une visibilité nationale au travail qu'il développait. Lucas, dit Monique quand ils discutaient de la proposition, ce serait une très grande responsabilité pour quelqu'un de ton âge. Je sais, répondit Lucas pensivement. Mais si cela peut aider plus d'enfants, je crois que ça vaut la peine d'essayer. Maître Stéphane contribua avec une perspective pratique. Lucas, accepter ce titre signifie que tu devras donner des interviews régulièrement et participer à des événements officiels.
Te sens-tu prêt pour ça? Je crois que oui, dit Lucas. Marie peut m'aider avec la partie prise de parole en public et je connais déjà beaucoup de choses sur les problèmes que les enfants affrontent. Manon, maintenant âgée de 10 ans et grande supportrice du travail de son frère, donna son avis. Lucas, tu as déjà aidé tant d'enfants. Si être ambassadeur peut t'aider encore plus, je pense que tu dois accepter. Avec le soutien de la famille et de l'équipe de la fondation, Lucas accepta la nomination. La cérémonie de prise de fonction se réalisa à la mairie en présence de toutes les familles qui s'étaient formées grâce au projet. En tant que nouvel ambassadeur municipal des droits de l'enfant, dit Lucas dans son discours de prise de fonction, je promets de continuer à travailler pour que tout enfant ait droit à une famille aimante, une éducation de qualité et l'espoir d'un avenir meilleur. Le public se leva pour une ovation qui dura plusieurs minutes. Monique, observant depuis le premier rang avec Marie et Manon, ressentit un mélange de fierté maternelle et d'admiration pour le jeune homme que Lucas était devenu. Dans les mois suivants, Lucas utilisa sa nouvelle plateforme pour élargir encore plus la portée du travail social. Il participa à des conférences nationales sur les droits des enfants, toujours accompagné par Monique ou Marie, et son histoire inspira la création de projets similaires dans d'autres villes. Durant l'une de ces conférences, Lucas rencontra Marie-Josée, une travailleuse sociale de Marseille, qui mettait en place un projet inspiré de la Fondation Jean-Pierre dans sa ville. Lucas, dit Marie-Josée, votre travail change la façon dont le pays pense l'adoption et la prise en charge des enfants orphelins. Le travail n'est pas seulement le mien, répondit Lucas humblement. C'est celui de toute l'équipe et de toutes les familles qui ont ouvert leur cœur pour accueillir un enfant. L'humilité de Lucas continuait d'impressionner tous ceux qui le connaissaient. Malgré toute l'attention et la reconnaissance, il restait concentré sur la mission d'aider d'autres enfants. Un jour, alors qu'il visitait l'un des foyers partenaires de la fondation, Lucas fut abordé par une fille d'environ son âge qu'il n'avait jamais vue auparavant. « C'est toi le Lucas qui a créé la fondation » demanda-t-elle timidement. « Oui, c'est moi, » répondit Lucas. « Quel est ton nom ?»« Caroline. »« Je suis arrivée ici la semaine dernière, » dit-elle. « Les autres enfants ont dit que tu aides à trouver des familles pour nous. » Lucas s'assit à côté de Caroline. « C'est ce que nous faisons. »« Oui, mais d'abord je veux te connaître mieux. Peux-tu me raconter un peu sur toi ?» Caroline raconta qu'elle avait perdu sa grand-mère, qu'il élevait, il y a quelques semaines et qu'elle n'avait pas d'autres parents connus. Son histoire rappela à Lucas sa propre expérience de la perte de Jean-Pierre. « Caroline, » dit Lucas gentiment. « Je comprends ce que tu ressens. J'ai aussi perdu mon grand-père qui m'élevait. Au début, on dirait que le monde s'écroule, mais petit à petit, on découvre qu'il y a encore de bonnes personnes disposées à nous aimer. Tu crois vraiment que quelqu'un voudrait m'adopter ? » J'en suis sûr, répondit Lucas avec conviction. Tu as l'air d'une fille intelligente et affectueuse, le genre de fille que beaucoup de familles cherchent. La conversation avec Caroline motiva Lucas à intensifier encore plus les efforts pour accélérer les processus d'adoption. Il proposa à maître Stéphane la création d'un système de suivi plus rapproché pour les enfants nouvellement arrivés dans les foyers. Lucas, dit maître Stéphane, cette idée de suivi individualisé est excellente. Cela peut réduire significativement le temps que les enfants passent dans les foyers. Le nouveau système fut mis en place avec l'aide de bénévoles formés, beaucoup d'entre eux étant des parents adoptifs qui s'étaient connus via la fondation. Chaque enfant recevait un mentor qui l'accompagnait durant tout le processus de préparation à l'adoption. Caroline fut l'une des premières bénéficiaires du nouveau système. Avec le soutien de son mentor, elle fut adoptée par un couple de médecins en seulement 2 mois, un temps record comparé à la moyenne antérieure. « Lucas, » dit Caroline le jour de son adoption, « merci de m'avoir montré que je n'étais pas seule. Maintenant tu as une nouvelle famille, mais tu feras toujours partie de notre famille élargie de la Fondation, » répondit Lucas. « Nous voulons accompagner ta croissance et ton succès. » Ces connexions durables créèrent un réseau de soutien qui s'étendait bien au-delà du processus d'adoption initial, fournissant un support continu pour les familles formées via le projet. Au 4e anniversaire de la Fondation, les chiffres étaient impressionnants. 127 enfants avaient trouvé des familles adoptives. Des dizaines de jeunes avaient reçu des bourses d'études et le programme s'était étendu à 8 villes françaises. Lucas, maintenant âgé de 12 ans et au début de l'adolescence, réfléchit sur la traversée durant la cérémonie d'anniversaire de la Fondation. « Quand je suis entré dans cette banque il y a 4 ans, dit-il à l'audience nombreuse, je n'étais qu'un enfant effrayé essayant d'honorer la dernière demande de mon grand-père. Aujourd'hui,
Je comprends que ce n'était pas une fin, mais un début. Le début d'un voyage qui a changé non seulement ma vie, mais les vies de centaines de familles. Monique, observant depuis la même place au premier rang où elle s'était assise lors de la première présentation de Lucas, sourit avec des larmes aux yeux. L'enfant effrayé était devenu un jeune leader dont l'influence s'étendait bien au-delà de ses circonstances personnelles. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire et d'où vous nous regardez. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez vos mots sincères dans les commentaires. Pensez-vous que Lucas a pris les bonnes décisions avec l'héritage de son grand-père? Nous adorerions lire votre opinion. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser votre j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes.